C'est avec grand honneur et un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Monsieur Rachid Boujdra pour nous parler justement de son dernier roman qu'il a intitulé La dépossession. Donc, donc SDL Sanoukès organise des cafés littéraires chaque samedi à cette heure-ci pour justement débattre des œuvres qui nous sont proposées par les auteurs qui nous viennent avec beaucoup de plaisir. Donc Rachid Boujdra est un poète, écrivain et filmographe. Donc il est né en 1941 à Ain Baïba, donc du côté du Chéouillon, du côté des Aurès. Il s'est établi ensuite à Constantine, là où il a commencé ses études, sa scolarité. Il a obtenu entre autres une licence en philosophie, une licence en mathématiques. Il a fait doctorat donc sur l'écrivain français du XXe siècle, à savoir Louis Ferdinand Ferdinand Céline. Donc Lemjeh, c'est un ancien maquisard. Il a rejoint le maquis, donc l'ALN, le FLN en 1959. Il était blessé et soigné en Syrie après l'indépendance, donc surtout après la prise du pouvoir par Boumedienne. Donc il a été condamné à mort, d'où sa fuite de l'Algérie pour s'établir en France et enseigner la philosophie là-bas, et puis au Maroc. Et donc vous voyez que c'est un personnage un peu riche dans le combat. Il est également membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il a écrit près d'une trentaine d'ouvrages entre la poésie, la romance et les études biographiques. Donc que nous laissons le soin à Adawad de nous présenter quelques-uns d'entre ces écrits. Monsieur Boujdra. Donc, comme disait M. Kayakoub, on ne va pas citer tous les livres parce que c'est une grande liste, il a plus d'une trentaine. Mais je vais quand même citer quelques-uns, à l'instar de la macération, la prise de Gibraltar, le désordre des choses, le fils de la haine, les funérailles, les figuiers de barbarie, la dépossession, les contrebandiers de l'histoire. Ça, c'est autre ordre. Sur ce, nous passons la parole à M. Boujdra. Nous lui souhaitons avant tout la bienvenue et bon courage. Voilà, donc on rappelle toutefois que Rachid Boujdra est accompagné de son éditeur, à savoir M. Amar Ingelachen, propre directeur de l'édition Frantz Fanon, donc pour lequel nous souhaitons aussi la bienvenue. Et puis on rappelle aussi que Rachid Boujdra a obtenu plusieurs titres, donc à l'instar du prix des enfants terribles avec le roman La répudiation. Il a aussi obtenu un prix pour un de ses films, le prix, le Palme, je crois, le Palme d'Or de Cannes, justement. Voilà, donc on lui passe la parole. Et bonsoir. Bon, bonsoir, bon après-midi plutôt. Merci de l'accueil, merci de la présence. Tout ce que je sais dire en cabinet.
Et donc, je ne vais pas parler beaucoup, c'est surtout vous qui devez parler, surtout, c'est un débat. Pas grand-chose à dire, en fin de compte, que quelques corrections. Moi, je n'ai pas été condamné à mort à l'époque de Boumediene, à la coup d'État, mais j'ai été arrêté en prison, j'étais emprisonné pendant 2 ans. Je n'ai pas fait de doctorat sur Louis-Ferdinand Céline, mais juste un diplôme, un DES. Je ne suis pas licencié en mathématiques et en trucs, mais agrégé, c'est autre chose. Avec le philo, c'est pas une licence, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus qu'un doctorat d'ailleurs. C'est pas du tout pour dire que j'ai juste pu gagner ma vie pendant 5 ans en enseignant ces 2 matières très nobles, la philosophie et les mathématiques. Sinon, j'ai écrit, comme dit, une trentaine de livres, je pense plus même, 2 romans. Je n'ai pas écrit d'essais, j'ai écrit des pamphlets. 4 pamphlets, et maintenant aujourd'hui, avec celui qui est des contrebandiers de l'histoire, donc j'ai écrit sur Fils et le Fils aussi en 94. Un livre pamphlet contre les islamistes et les intégristes de l'époque, Fils de la haine, et il est là, il a été réédité récemment. Depuis 20 ans, 25 ans qu'il n'a pas été réédité. Donc j'en ai apporté quelques exemplaires. Et puis, bon, j'étais scénariste, effectivement. Et une quinzaine de scénarios après, aussi bien en Algérie qu'en Italie, qu'au Maroc et en Espagne. En France aussi, 2 scénarios. Sinon, je crois que j'ai pas grand-chose à dire. En général, moi, je préfère, c'est le débat. C'est les gens qui posent des questions. Je suis d'abord un romancier, un poète. En fait, on a toujours, en Algérie, il y a les poètes, il y a les romanciers, il y a les essayistes. Moi, je suis un poète. En fait, un romancier qui n'est pas poète, pour moi, n'est pas un romancier. Parce que, au fond, qu'est-ce que ça veut dire que d'être d'abord un poète dans un roman? C'est que le texte est important. Pas du tout dans notre... Je suis dans un courant qui existe dans le monde entier, qui s'appelle le nouveau roman contemporain, qui cherche une modernité, un dépassement des classiques, dépassement d'un certain nombre de choses. Et le texte en soi, c'est-à-dire la poétique du texte, est essentielle, fondamentale. Souvent, les gens s'arrêtent au sujet. De quoi ça parle, votre roman? Il parle de rien. Un roman ne parle de rien et de tout. Mais comment il est écrit? Comment il est structuré? Aussi, la structure, pour moi, est énorme, très importante. Et je dis qu'au fond, un roman, c'est l'accumulation de futilités, des choses de la vie ordinaire, de rien du tout. Mais qui peuvent, dans certaines circonstances, à travers le côté romanesque du livre, ou de l'écrivain, devenir dramatique. Ou, le contraire, parfois, comique. Donc, c'est un peu ça que... Quand les écrivains qui m'ont influencé, on a parlé tout de suite en arrivant ici de Katib Yassine, mais voilà quelqu'un qui m'a influencé beaucoup. J'ai d'autres évidemment que vous connaissez ou pas, mais la littérature américaine, la littérature contemporaine américaine, un certain nombre de... La littérature française, évidemment, dans ce cas-là, de moderne même, de contemporain. Le nouveau roman, en fait, c'est un nouveau roman qui a existé d'abord en France. Ça a été un grand courant auquel je me suis senti très proche, duquel je me suis senti très proche. Donc, voilà un peu les scénarios. Bon, vous savez, j'écris des scénarios sur commande. Mon premier scénario, ça a été Chronique des années de Brest de l'Akhtar Hamina, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1975. D'autres films que j'ai écrits ont eu des prix. Un certain film qui s'appelle Nahla, dont j'ai écrit le scénario, qui pour moi, le chef-d'œuvre du cinéma algérien, et qu'on ne connaît pas, qui a été fait par un certain Farouk Bellouf, décédé il y a 2 ans, 2 ans et demi. J'ai écrit pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Français, des scénarios de films très, disons, un peu marginaux, de films qu'on ne voit, qui n'ont pas un grand public, mais qui sont, à mon sens, des films de recherche, des films d'essayer qui un peu transforment, un peu essayent de transformer le cinéma, ou, comme en littérature, je suis un peu, même si je pense que le nouveau roman contemporain, il est né au 19e siècle, par exemple en France, avec Flaubert.
pas Balzac qui est un grand écrivain, mais un écrivain classique en France. On parle de Tolstoï en Russie, par exemple, c'est des écrivains classiques. Il y a eu, donc, par exemple, en France, c'était peut-être la première révolution au 19e siècle du roman, et ça a été, par rapport au roman classique, ça a été Flaubert, Madame Bovary, des livres comme Salammbô, 600 pages dans le détail des couleurs des robes, de la couture des robes de l'époque, c'était dans le monde punique, tout à fait phénicien. Et bon voilà, je peux dire qu'aussi j'ai été paradoxalement très influencé par le Coran, bien qu'étant athée. Le Coran comme langue, belle langue, j'ai été influencé par la structure, la critique aussi politique et sociale des Mille et une nuits, très très critique, violente et très roman complètement d'une sexualité étonnante à l'époque. On va dire le roman le plus pornographique en fait de l'histoire de la littérature, dit-on. Et ce sont des écrivains étrangers qui l'ont dit. Voilà mes influences, voilà ce que j'ai fait, ce que je veux faire. Au fond, aussi je voulais conclure avec une chose qui me hante, parce que dans ce pays, nous avons des profs dans la salle, et je pense qu'un prof de mathématiques, il corrige des copies entre 0 et 20. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est 0 et 20. Peut-être quand l'élève est excellent, moi je donnais des 22 sur 20. Parce que l'élève était meilleur que moi. En littérature, aujourd'hui, dans l'art, chez nous, en Algérie, en particulier dans les pays quand même, malgré tout, nous sommes du tiers-monde, nous sommes toujours là-dedans. Il n'y a pas l'échelle des valeurs. On n'a pas d'échelle de valeurs. Écrivain, artiste peintre en bâtiment Donc, il y a cette problématique qui se pose où, en fait, de plus en plus aussi, le lectorat aussi est un peu responsable, c'est qu'on dit, de quoi ça parle? Et surtout, que je trouve que le roman est souvent envahi par la politique, dans le sens le plus banal du terme, banal, bien que police veut dire en grec relation sociale. Et donc, moi je pense que dans un roman, la politique, moi je la remplace par l'histoire. Parce que je dis que j'adosse toujours mes romans très très intimistes, très subjectifs, à l'histoire grand H qui est très objective, qui est l'objectivité même, qui est la complexité du monde et de l'homme et de la nature. Et donc c'est ce rapport qu'est-ce que je fais avec la politique? La politique, je suis un militant depuis toujours, depuis 59, même avant. J'ai rejoint les rangs du FLN d'abord comme militant FLN au lycée à 15 ans. Bon, après la LN, après le Parti communiste, après le PAC, etc., jusqu'à ce jour. Je suis militant politique. Mais ça ne rentre pas dans mes romans. On m'a dit souvent, communiste, tout ça. Moi, mais dans mes romans, les personnages communistes, les rares personnages communistes de mes romans, sont des gens fragiles. Moi, je suis un écrivain de la fragilité, des gens fragiles, des gens qui doutent d'eux-mêmes, doutent du monde, marchent un petit peu à l'écart, un peu contre les murs. Et c'est ça qui me fascine chez les gens, chez cette humanité qui n'est pas toujours flamboyante, au contraire. Et donc, j'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup, finalement, j'ai parlé beaucoup. Mais simplement, la parole est à vous. Je me suis un peu présenté comme... Surtout, mais qu'est-ce que je veux faire avec cette littérature? En fait, je ne veux rien faire. Hein. J'écris pour moi-même. Je conclus. Parce que pour me défouler. L'écriture est un défouloir, comme chez les peintres, des gens qui peignent ici, qui savent ce que c'est que peindre, c'est que... Parce que il y a un trauma au départ. Sans trauma, il n'y a pas d'art. Tous les grands artistes, je n'en suis pas un, mais les grands, ceux que j'admire, moi, ont des traumas terrifiants. Et c'est pour ça qu'ils sont des grands artistes. Voilà. Merci. Alors, voilà, merci pour ce speech. Donc, avant de donner la parole au public, j'aimerais revenir un peu sur votre roman, La Possession. Là où vous avez parlé sur deux peintres, Parquet et Loisseté.
Justement, est-ce que ces deux peintres ne vous ont pas influencé justement dans l'écriture de votre littérature, notamment ce dernier roman? Très bonne question, non, pas du tout. Dès le début, tous mes romans sont absolument influencés par la peinture et le cinéma. Le cinéma, de l'époque qu'on appelle le cinématographe, de l'époque de la structure du cinéma, les films d'Eisenstein ou les films où la structure est plus importante que le dialogue. Où il n'y a pas même de dialogue, il y a des monologues presque, ou des soliloques, comme aurait dit Katabiassine. Donc, je crois que tous mes romans sont influencés. Il se trouve que ce roman, c'est le roman d'un peintre. C'est un roman sur la corruption. C'est ça, c'est un roman sur la corruption en Algérie. Et on parlera peut-être du roman tout à l'heure. Je parle d'Albert Marquet, absolument un grand peintre français, qui est arrivé en Algérie en 1927. Tous les peintres venaient en Algérie, les peintres européens venaient en Algérie, dans le Sahara occidental, en particulier, pardon, le Sahara occidental. C'est lapsus politique. Et donc, qui s'installe en 27, il fait la connaissance d'une pinoire algérienne, membre du Parti communiste algérien, qui venait d'être créé à ce moment-là, et qui va s'installer en Algérie, alors que la plupart des peintres viennent pour le Sahara, pour les palmiers, pour les mokhers, pour les femmes alanguies de Boussaada ou de ça. Bon, lui, non, pas du tout. Lui, il vient, il découvre un pays, il découvre même une idéologie, parce qu'il n'était pas du tout communiste, il va devenir communiste en Algérie, il va vivre en Algérie, peindre en Algérie, il va peindre vraiment l'Algérie comme pas du tout d'une façon folklorique, ce qu'ont fait les autres avant lui. Et ce type-là, quand il meurt, il laisse tout évidemment à sa femme, et quand sa femme, il meurt il est venu en 27, il meurt en 47, après 20 ans en Algérie, il meurt en Algérie. Sa femme continue à vivre en Algérie, elle a fait partie de la lutte pour l'indépendance. Elle meurt en 72 à Alger, et elle laisse tout le patrimoine des toiles et de l'atelier du peintre, de la maison du peintre qui était au Beaufraisier à Alger, tout à l'État algérien. Et il y a un petit bureaucrate de l'État algérien qui a tout volé, tout pris. Alors, seulement 10 toiles, 10 grandes toiles ont pu échapper, je pense qu'elles étaient trop grandes. C'est ce roman d'une histoire vraie, c'est le roman. Le sujet de la dépossession, c'est surtout ça. Et donc, il y a donc beaucoup de peinture dans le roman, il y a beaucoup de textualité poétique par rapport à ce que c'est que la créativité, la création. Mais c'est d'abord comment ce type-là a volé ce truc. Il y a au ministère de la Culture aujourd'hui, tout ce qui reste de ce vol énorme, un dossier où il y a une feuille dans ce dossier. Dossier Albert Marquet, une feuille où il a dit il aurait, paraît-il, il aurait légué son patrimoine à l'Algérie, mais ce patrimoine est introuvable. C'est exactement ce qu'il y a dans la feuille. Et elle est toujours là au ministère de la Culture, et je l'ai lu de mes propres yeux. Voilà, c'est ça le roman. Donc la peinture, c'est très important pour moi. Le cinéma aussi. Très bien, donc... Bon, je veux qu'on nous dise quelque chose. Oui. Vous avez eu la parole. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là, d'autant plus qu'il y a beaucoup de monde. Ça nous fait plaisir, ça nous rassure quant à l'avenir de la culture dans le pays. Surtout que tous les autres secteurs sont en déshérence. Donc ça me fait plaisir. Je ne sais pas quoi dire pour la littérature de Rachid Bougelab. Moi, personnellement, je suis doctorant en littérature. Je ne travaille pas sur son œuvre, malheureusement. Mais je pense que c'est l'un des meilleurs écrivains dans le monde. Ce n'est pas parce que je suis son éditeur, mais parce que c'est quelqu'un qui est dans l'analyse de la condition humaine dans sa nudité la plus absolue. C'est pas l'écrivain d'un contexte ou d'une conjoncture, c'est l'écrivain de la condition humaine. C'est-à-dire que quand un Russe, un Argentin ou un Chinois le lit, ils ne se sont pas tout à fait étrangers à ce qu'il dit. Bien
bien que Rachid Boujdra soit un Algérien, vive à Alger, dans un quartier absolument simple, etc. Donc c'est ce qui est le plus important chez un écrivain, à mon avis. Il a cette puissance dans la création, cette puissance dans la façon d'appréhender le monde qui lui permet de traverser aussi bien les frontières de l'espace que celle du temps. Et juste à titre d'illustration, je crois qu'il va partir en Russie dans quelques semaines, où un livre vient de sortir sur lui, intitulé Rachid Boujdra, un génie universel. C'est en Russie que ça sort. Bon, je ne vais pas faire trop de l'éloge, c'est un peu ce qui m'intéresse dans la littérature de Rachid Boujdra et de bien d'autres. Mais aussi cet engagement politique qui sort de la littérature. Rachid Boujdra n'est pas un écrivain qui soumet la littérature à la politique, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui considère que la littérature n'est pas au service de la politique, n'est pas un sous-produit de la politique, mais la littérature est autonome. Elle a sa propre mission, celle qui consiste à apprendre aux gens à s'émerveiller devant le monde, à avoir la passion du monde, la passion de l'homme. Tout cela ne l'empêche pas d'être engagé politiquement. Preuve en est le fait qu'il ait fait partie du FLN pendant la Révolution. Tout de suite après, il est l'un des rares auteurs de l'époque à avoir contesté le coup d'État de Boumedienne. Et il a ensuite écrit un pamphlet d'une virulence et d'un courage extraordinaire en 1994. Écrire Fils de la haine en 1994 et traiter les gars du Fils qui étaient au plus fort de leur gloire, de voyous, de sanguinaires, tout en vivant à Alger. Je crois qu'il faut avoir du courage pour le faire. Aujourd'hui, en 2019, critiquer les islamistes, excusez-moi, mais je crois que même Ali Belhadj peut le faire. Donc, c'est pas du tout un exploit que de critiquer l'islamisme aujourd'hui. Tout le monde peut le faire. Donc, voilà, il y a aussi son pamphlet sur les écrivains qu'on peut qualifier de néo-halki, entre guillemets. Ben, on peut être d'accord ou ne pas l'être, mais il a le mérite d'être là, de poser les termes d'un débat à sa manière. Et voilà, tout ça, ça fait Rachid Boujdra un homme, un intellectuel, un écrivain très singulier pour moi. Et je n'essaie pas de vous influencer, je vous donne juste mon avis le plus sincère. Et juste pour conclure, Rachid Boujdra c'est un communiste, moi je suis un libéral radical. Donc on n'a aucune raison d'être d'accord. Voilà, et je vous remercie. Donc la parole est à vous. Fils de la haine, je crois qu'il ne parle pas que des intégristes, il parle des autres aussi. Il parle des gens qui les ont fait monter, qui leur ont permis d'exister. On reconnaît des personnages du système algérien emblématiques à l'intérieur du livre. Mais j'ai envie de poser une question par rapport à sa littérature. J'ai presque tout lu de Boujdra. Pour moi, un livre de Boujdra qui sort, c'est un événement littéraire en Algérie surtout. Et donc, dès qu'il sort... Est-ce qu'il n'y a pas eu une... Parce qu'il y a un style, Boujdra, on le reconnaît dès le début, il s'exerce, il essaye c'est-à-dire de magnifier ce style qui lui est propre, mais il me semble qu'il y a un virage qui a été amorcé avec Hôtel Saint-Georges. Il me semble qu'il y a une petite... comme s'il arrondit un peu les ongles avec Hôtel Saint-Georges et après. Je veux dire, ces livres sont plus facilement lisibles maintenant qu'avant. Maintenant, l'histoire qui est racontée, elle est plus accessible
le début, la fin, le dénouement, les choses comme ça. Pour ceux qui aiment lire juste pour l'histoire, il y a quand même ce plaisir-là. Par contre, avant, le style est trop... il est dominant, quoi. C'est la langue et le style qu'il y a dedans qui... Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un virage avec Hôtel Saint-Georges? Non, je ne pense pas. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, l'escargot entêté est un virage. Entre l'escargot et la répudiation, ou l'insolation, par exemple. C'est complètement... on passe d'une échelle de 1 à 10. Et non, je ne pense pas. Ça dépend. Et je pense que, par exemple, effectivement, vraiment, l'Hôtel Saint-Georges est un roman que je considère parmi les romans les moins complexes, les moins... et je l'ai voulu ainsi, parce que c'est vraiment... c'était en plein terrorisme. Comme... je ne pense pas que ce soit du tout... Avec le tournant, comme on m'a dit, quand j'ai fait, par exemple, L'escargot entêté, c'était le 4e roman, après la répudiation, l'insolation, qui était vraiment... très de romans complexes et d'autres encore, topographie plus complexes encore. On m'a dit, ah, c'est un tournant. Non, mais après j'ai fait quand même des romans comme Le désordre des choses. Personne n'a écrit sur Octobre 88. C'est moi, Le désordre des choses. Très gros roman, très complexe et très difficile. Et donc, il y a comme ça, je pense que c'est, comme j'écris Timimoun, c'est sur le terrorisme islamisme, 94-95, de 90, disons, à 2000, et c'était en 95 ou 16, après Fils de la haine, que j'ai écrit Timimoun, un roman qui est Timimoun aussi, petit, simple, vraiment accessible, et cependant, on ne sait pas du tout, jusqu'à la fin, c'est un roman sur le terrorisme. En fait, c'est un voyage entre Alger et Timimoun dans un bus, un type qui emmène des touristes algériens. Souvent, on m'a dit, ah, c'est des touristes donc qui sont étrangers. Non, c'est parce qu'il y a des touristes algériens, comme ça. Ils vont visiter le Sahara de temps en temps, dont moi. Qui suis fasciné par Timimoun, la ville où j'ai parfois habité plusieurs mois. Donc, quoi que non, il n'y a pas de... C'est chaque... Après, par exemple, à ce moment-là, on peut dire, entre justement la dépossession, le dernier, et le Saint-Georges, il y a une sorte de progression, une avancée plus dans la complexité. Non, je ne pense pas. C'est vrai que la dépossession est plus complexe que le Saint-Georges. Il y a donc la femme insomniaque, il y a comme ça ce que j'appelle des romans, comment je dirais, c'est des romans psychanalytiques, fondamentalement des romans psychanalytiques. Il y a une sorte de monologue intérieur d'une personne qui souffre et qui évidemment parle du monde aussi, sa fascination et sa peur du monde. Un peu ce qui s'est passé peut-être avec un roman comme Saint-Georges. Par exemple, Les Figuiers de Barbarie. Les Figuiers de Barbarie, c'est un roman vraiment très important pour moi dans la lecture de l'histoire algérienne. Moi, dans tous mes romans, je ne fais que ça, lire l'histoire algérienne. Pourquoi elle s'est développée comme ça? Pourquoi on a été colonisé, par exemple, aussi bien par les Arabes, par les musulmans, par les Turcs, par les je sais pas quoi, et puis par les Français? C'est fascinant. Pourquoi? Et bon, dans les Figuiers de Barbarie, c'est vraiment, ça ne paraît pas du tout comme ça, mais c'est la Soumam, c'est le congrès de la Soumam, l'assassinat de Abdel Ramadan, l'assassinat après de celui qui a assassiné Abdel Ramadan, Karim Belkacem, etc. Mais dans le roman, et pourtant c'est un roman aussi que je considère comme un roman accessible, un roman où peut-être que c'était... je ne fais jamais de pédagogie. Je considère que le lecteur est aussi ou plus intelligent que l'écrivain lui-même. Mais donc, ça dépend des sujets. Les sujets, j'ai voulu, dans justement le Saint-Georges, j'ai voulu dire cette horreur absolue qu'était la guerre d'Algérie, sans qu'il n'y ait rien sur la guerre d'Algérie. Hein. C'est un type qui est un ébéniste français, qui fait son service militaire dans l'armée française. Il est basé, c'était, vous savez, le parking de ce qu'on appelle la télévision algérienne aujourd'hui. Là, ce parking-là était construit, c'était une morgue pour les soldats français quand il a ramené d'ici, d'Aoukas, ou de Kabylie pendant la guerre. Et qui aussi était un lieu de torture. La morgue et le lieu de torture étaient nés à côté l'un de l'autre. Et c'est assez. Et ce type, pourquoi le Saint-Georges? Parce que c'est en face. Le Saint-Georges se trouve en face de cet emplacement de la mort, où il est obligé tellement, il y a de morts à l'époque,
de soldats, de jeunes soldats français, victimes finalement du système colonial aussi. Il monte prendre une bière au Saint-Georges. Il est français, il est petit, il est ébéniste, mais en lui, il fait l'ébéniste, il a fait même pour. Et c'est l'histoire vraie. Il m'a été raconté par la fille de ce bonhomme qui est venu à Alger un jour dans une de mes conférences, qui m'a raconté son père était ébéniste formé par ce qu'on appelle l'école Boulle. L'école Boulle de Paris, c'est moi une grande. Là, on fait de grandes ébénisteries artistiques, etc. Et il avait fait comme pour sortir de l'école, de cette école, il faut faire un objet. Il a fait un oud, donc un peu oriental, un peu. Et il se trouve dans cette truc à faire des cercueils. Au début en bois, après il a fini par les faire en carton, parce qu'il n'y avait plus de bois. C'est toute cette horreur-là de la guerre travers. Et à côté, il entend les gens qui sont torturés, les Algériens qui sont torturés. Il est pris entre ces pauvres morts lamentables qu'on lui amène en fin de compte. C'est-à-dire ils sont déjà, il n'y a plus de corps, hein, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de. C'est déjà fini, ils sont déjà de l'eau. Pourris, corrompus dans le sens scientifique du terme, et biologique. Et donc je crois que ta question, elle est intéressante parce que pour moi aussi, ça me fait me poser moi-même des questions. C'est-à-dire me dire, est-ce que ce que tu dis là est vrai? Est-ce non? Parce que je considère que mes romans de la deuxième période que j'écris en Algérie, ce sont des romans que j'ai écrits en Algérie, sont plus complexes que la répudiation ou les romans que j'ai écrits en France. Les 4-5 romans que j'ai écrits en France. Y a-t-il des questions encore? Oui. Bonjour tout le monde. Moi je voudrais revenir un petit peu sur la dépossession et sur un aspect très important. C'est celui de la présence de cette Andalousie, même juste à travers un tableau. Moi je voulais vous interroger par rapport aux implications en fait à la place de l'Andalousie elle-même et comment appellerait-on ça aujourd'hui, de toute la diaspora andalouse en fait qui s'est établie après la Reconquista en Afrique du Nord et en Algérie particulièrement. Moi je trouve sur un plan politique et sociopolitique en fait qu'on ne parle jamais de cette Algérie-là ou de la contribution de cette Andalousie-là. Et sincèrement, je ne sais pas quelle est votre opinion sur cette contribution-là. Voilà, merci. Pour moi, j'ai écrit un roman qui s'appelle La prise de Gibraltar. C'est comment Tadr Ben Ziad, hein, qui était un zénète, un berbère, en fait, qui ne parlait pas encore l'arabe, et qui venait juste d'être islamisé, et qui va conquérir, en fait, avec 10 000 berbères et 300 arabes, pour conquérir l'Andalousie. Je suis resté fasciné par les textes de Ibn Khaldoun sur l'Andalousie, où il y a justement ce dont vous parlez. Mais pourquoi dans le roman, c'est un tableau? C'est un tableau qui se trouve dans une copie d'ailleurs en fait. Se rend compte à la fin du roman, le gamin se rend compte que c'est un tableau, un adolescent plutôt, que son père n'avait qu'une copie d'un tableau d'un grand peintre. Pourquoi? Alors c'était parce que, c'était un Andalou, pourquoi alors c'était très important? Parce que c'est le premier peintre qui a peint le visage humain dans l'islam. Dans l'art musulman pictural. C'était le premier. Et donc, quelque part, j'ai un peu, pour moi, c'est un révolutionnaire. D'abord, c'est un grand peintre. En même temps, il a osé faire le pas. Il a osé. Casser un tabou. Parce que moi, mes romans, c'est surtout ça, les tabous. Casser les tabous, sortir du conformisme, sortir du truc. On parle de l'homosexualité, le premier, dans la répudiation, déjà. Après, j'en ai encore parlé beaucoup, parce que j'ai une histoire personnelle avec l'homosexualité. Traumatisante. Mon frère aîné était homosexuel. Il s'est suicidé à cause de ça, quand mon père a découvert qu'il l'était. C'est des trucs qui font qu'on devient écrivain. J'ai parlé du trauma. J'ai parlé aussi de l'homosexualité féminine, que j'ai vu se développer en Algérie, sous mes yeux. Je ne savais pas. Je savais que, je pensais même, à la limite, moi qui suis quand même internationaliste, que l'homosexualité féminine, c'était pour les Européens, pour les Américains, c'était dans les romans, dans les films porno un peu. Eh ben non, je l'ai vu. Hein. Et j'ai fait, je crois, c'est dans Printemps, que je mets en scène deux femmes qui s'aiment réellement. Et ce qui est quand même un tabou encore aujourd'hui.
beaucoup, très fort, un grand tabou. Même l'homosexualité masculine aussi est encore un grand tabou. Et j'ai parmi mes amis des homosexuels dans ce pays qui souffrent énormément de l'être et qui se cachent et qu'on maltraite. Voilà. Donc casser ces tabous, casser tout. Voilà. Donc pourquoi c'était pour moi que je pose justement Albert Marquet, parce que dans ce bureau, ce fameux bureau, où se passe, où il va faire de la comptabilité, l'adolescent pour gagner un peu d'argent l'été avec son oncle, et il va voir ces deux tableaux, la mosquée de la place des Martyrs, et la grande mosquée qu'a peinte Albert Marquet, et ce tableau de la prise de Gibraltar, vraiment par l'Occitanie. C'est incroyable. D'abord, c'est d'une beauté. Le tableau lui-même, c'est un petit tableau par rapport à celui d'Albert Marquet, mais le tableau lui-même, ça a été une découverte à l'âge de 15-16 ans. Mon père avait cette copie, en fait, que je croyais un vrai tableau. Il s'avérait que ce tableau est quelque part à Londres ou à New York, évidemment, et qui vaut des milliards et des milliards de dollars, évidemment. Donc, voilà pour la question. C'est un peu ça, parce que dans la prise de Gibraltar, ce qui c'était d'abord l'explication khaldounienne de cette réussite. Parce que chez la plupart des historiens arabo-musulmans, qui étaient souvent des historiens de cour, hein, souvent ils écrivaient 2 siècles et 3 siècles après. Et c'était faux, ils disaient que c'était dans les préceptes, pas le Coran évidemment, bien après dans les préceptes, pas du tout. Ibn Khaldoun dit pas du tout. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va faire c'est comme un miracle. C'est un miracle qui s'est fait grâce à Dieu. Non, Ibn Khaldoun dit voilà pourquoi. 10 000 berbères, en fait, vont battre une armée de 40 000 Visigoths. 40 000. Et il va donner des détails, expliciter des trucs dans le Muqaddimat, des textes absolument magnifiques, d'une précision et d'une technicité qui m'ont toujours fasciné. D'où donc, voilà, pour répondre à cette question. J'aimerais bien rebondir, si vous permettez, pardon. Oui, tout à l'heure, notre ami Fatah a parlé des fils de la haine. Moi, j'ai pas lu le... Fils de la haine. Fils de la haine. Parti, voilà. fils. Oui, FIS. oui. Pour moi, on pourrait très bien comprendre le titre comme étant fils d'une certaine haine et de la haine de soi, en fait. Et ce que j'ai apprécié dans la dépossession, c'est cette réhabilitation de ce soi-même-là, effectivement, à travers l'histoire de la conquête de l'Andalousie qui se fait par les Berbères, en fait, ou par les Algériens, les ancêtres des Algériens ou des Marocains d'aujourd'hui. Mais justement, je reviens vers ma première question. À votre avis, est-ce que vous ne trouvez pas que voilà, cette Ibn Khaldoun que vous citez justement, c'est un Andalou en fait, ce fils d'Andalou en fait, il est né en 1332 je crois à Tunis, ses parents donc c'était la génération précédente. On voit bien là des réfugiés, si on veut appeler ça comme ça, Andalous commençaient à s'établir à Tunis, à Constantine, à Béjaïa, à Tlemcen et un peu partout, à Alger, je veux dire. Mais est-ce que vous ne trouvez pas justement que on raconte plutôt bien ou mal l'histoire de la conquête de l'Andalousie, de l'Espagne de l'époque, mais pas cette histoire du retour de ces populations-là et de leur contribution en fait, soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Algérie, quoi. Leur présence culturelle, politique, etc., elle est passée sous silence en fait. Si, moi je pense que dans mes romans en général, j'ai beaucoup parlé, en particulier, ce qui me frappait aussi, c'est qu'ils sont venus avec les juifs, les musulmans. Évidemment, ils sont arrivés avec les juifs. Il y a une sorte de double culture, à la limite, amenée par les Andalous vers le Maghreb en particulier, tout le Maghreb, c'est clair, et a donné cette ouverture d'esprit chez les Maghrébins pendant une certaine époque. Justement, à l'époque un peu de l'influence andalouse, avec cette tolérance entre les juifs et les musulmans qui sont arrivés au Maghreb et qui sont installés et qui ont créé des choses sur le plan artistique, sur l'architecture, etc., extraordinaires, dans le Maghreb. Oui. Bonjour. Donc vous dites que vous écrivez pour casser des tabous, raconter des histoires. Donc là, ce qui est commun à tous
vos livres, vos écrits, il y a une forte présence de scènes, de sexualité. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le but ou l'objectif d'avoir introduit dans vos écrits et parfois de manière très surprenante, voilà, très osée, dans vos livres? C'est quoi le... Simplement parce que la sexualité en Algérie, on la pratique tous, et beaucoup trop même. Tout le monde. Mais, oui, absolument, mais quand même, oui, mais c'est qu'on n'en parle pas. Ah, on n'en parle pas. Ah, ça se passe en cachette. Hein. Donc c'est ça le problème du tabou. C'est et ce qui me frappe toujours, et m'a frappé depuis l'enfance, dès que j'ai commencé à comprendre, on parlait beaucoup de sexualité. Et en fait, on l'a pratiqué tous, à l'intérieur des maisons, d'une façon extrêmement clandestine. Même il y a longtemps, j'ai quand même 80 ans presque, hein, et donc à 10 ans, ça fait donc 70 ans, ça se fait, mais on n'en parle pas, et on en parle beaucoup, pardon, mais on ne la voit pas. Elle est illisible, elle est non transparente. C'est seulement pour ça cette hypocrisie sociale. Deuxièmement, malgré tout, dans la sexualité, il y a sensualité. Et je m'imagine que la poétique du texte nécessite cette sensualité sexuelle, ce corps, parce que malgré tout, c'est aussi... Je suis le romancier du corps, ce qui n'existe pas chez les romanciers algériens, souvent, ni maghrébins, ni arabes d'ailleurs. Le corps en tant que quelque chose à la fois magnifique et terrifiant. Hein, parce qu'il est très beau, très truc, mais très sale aussi, très dégueulasse, tout. On est sublimation et contre-sublimation. Et c'est cette fascination-là donc ça aide, ça... Et puis comme j'ai dit, au fond, parce que c'est... Au fond, moi j'écris pour moi-même, c'est des problèmes qui m'angoissent, ça reste dans ma tête pendant longtemps, et je les écris, et je les écris avec mes sensations, très sincèrement, et surtout, je vais aller là où les Algériens ne vont pas jusqu'au bout, ne vont pas dire. Par exemple, il y a tout un langage mimique, avec les gestes, avec le sourire, dès qu'il s'agit de femmes et d'hommes. Et même les femmes le font, sur les hommes. De temps en temps, on entend les femmes parler de femmes dans la rue, par exemple. Ils parlent d'un mec ou d'un truc. Tchouf, c'est toute une... On a l'impression, bon, les choses s'arrangent depuis mon enfance. Elles sont arrangées quand même beaucoup. Mais cependant, ça reste quand même... Le problème de la femme reste posé chez nous. Très gravement. Et je veux dire, l'égalité. La présence de la femme dans la vie quotidienne est très, malgré tout, censurée, très difficile. Alors que souvent, elle est très brillante, elle est aujourd'hui dans les trucs de tous les échelons de l'éducation, c'est elle la meilleure, et pourtant, ce n'est pas elle la meilleure dans les postes, ni dans l'égalité des postes, hein, on a peu de ministres femmes, on a très peu... Aujourd'hui, par exemple, la médecine, les profs de médecine, la plupart 80% des professeurs de médecine sont des femmes, dans toute l'Algérie, aujourd'hui. Mais elles n'ont aucun pouvoir réellement. Et elles sont quelque part, elles restent toujours... Un infirmier peut avoir, un petit infirmier, qui n'a pas de formation vraiment d'infirmier, peut mépriser un professeur femme de chirurgie. Je le vois, parce que je suis dans le milieu, et je le vois. Donc, il y a toujours ce côté du mal, et d'où donc, pour votre question, la présence de cette sexualité, qui pose à la fois la sensualité et qui pose à la fois le tabou. On est toujours dans le tabou. C'est des choses dont on ne parle pas. Aïe. J'en ai posé une question. On va rester. Bonjour. On va revenir à l'Andalousie. Moi, je voudrais poser la question par rapport à ce qu'on pourrait comprendre dans vos romans en filigrane. Il me semble que vous considérez que parce que j'ai pas une voix qui porte. Donc, Monsieur Boujda, en lisant vos romans, il me semble que vous avez une certaine vision qui consiste à dire, par rapport à l'Andalousie, que la conquête de l'Andalousie n'était pas un acte héroïque, et que cette Andalousie était une sorte de société coloniale, contrairement
ce qu'on trouve dans l'histoire officielle. L'Andalousie, je n'ai pas entendu. La conquête de l'Andalousie n'était pas une sorte d'acte héroïque par les Ouyades ou les Berbères, contrairement à l'histoire officielle qui voit dans cette conquête une sorte d'héroïsme, etc. Voilà. Dans l'histoire officielle, c'est vraiment un miracle religieux, divin. Alors que pas du tout. Pas du tout. Peut-être il y a aussi un autre historien en dehors de Mukhaldoun qui a essayé d'être honnête sur qu'en fait il n'avait ni tout était structuré, organisé d'une façon stratégique par Tarek Mouziad, qui s'est trouvé un grand stratège militaire. Alors c'était peut-être la première fois vraiment qu'il a fait pas une bataille, plus que ça, une guerre terrible, mais qu'il a gagné en quelques jours, en quelques semaines. Voilà le problème, c'est qu'il est parti jusqu'à Narbonne et jusqu'en France. Hein. C'est non seulement l'Andalousie, mais le sud de la France, évidemment l'Italie, la Sicile, etc. Et donc, là, c'est un stratège, une organisation bien avant que... On dit comment ils ont traversé. Dans l'histoire officielle, les soldats maghrébins, disons les Berbères, les 10 000 Berbères, l'armée de Tarek Mouziad a traversé presque sur l'eau, quoi. Comme Moïse a marché sur l'eau. Eh ben, là aussi, non, pas du tout. Ils ont acheté des barques à des dissidents, il y a toujours des dissidents dans chaque pays, à des dissidents andalous. Pourquoi dissidents? Là aussi, je vais vous faire rire un peu quand même, parce qu'au fond, les Wisigoths avaient des harems. Il n'y avait pas que les musulmans qui avaient des harems. Non, non. Il y avait, tous les princes de l'époque avaient des harems. Et le droit de cuissage, je me permets de vous dire, le droit de cuissage était donné à tous ces rois-là, les rois wisigoths. Donc, quand un prince avait une fille, dès qu'elle était pubère, il l'offrait au roi. Si elle plaît au roi, il la garde dans son harem. Si elle ne plaît pas, il la renvoie chez son père. Renvoyer une fille à son père, c'était très très grave. Donc la personne, le père de la fille, était fini. Il était fini socialement, terminé. Grande honte. Il devient... et en fait, le Mouziad connaissait cette coutume et il a simplement pris tous les princes qui étaient contre le roi parce qu'ils ont été humiliés, souvent à cause de cette histoire de droit de cuissage, et qui va les acheter un à un, acheter les barques, acheter les trucs, commencer à organiser, parce qu'on croit que, en fait, la prise de Gibraltar, elle s'est faite en 1 heure. Non, elle s'est faite en plusieurs années. Plusieurs années. La prise tout de suite, mais la préparation a demandé des années et des années. Voilà. Bonjour Monsieur Boujidra, Ammar, ça fait aussi longtemps qu'on ne s'est pas vu. En fait, vous considérez jamais comme un romancier qui s'intéresse à des questions politiques. Je sais pas ce que vous le dites à chaque fois. Si on prend le dernier roman, La Déposition, il parle pur et simple de la corruption et de la bureaucratie en Algérie. Par contre, vous vous considérez comme l'écrivain de la fragilité et du trauma. La question est très simple. Quelles sont les fragilités, les traumatismes qui poussent un petit peu vos écrits ou qui motivent un petit peu votre littérature? C'est un peu difficile parce que c'est vraiment très intime, mais c'est un rapport au père. C'est un rapport au père qui s'est très très mal passé pour moi, enfant, et pas la peine de rentrer dans des détails. Donc, je pense que je suis aussi le dernier fils de la première femme, mon père étant polygame, 4 femmes, plus les maîtresses, plus, mais il avait plus de 50 d'enfants. Cinquantaine d'enfants. Donc, j'ai vécu comment dire, ce malheur de ma mère, de la mère. Et j'ai vécu cette violence, ce féodalisme du père. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure, cette découverte de l'homosexualité de mon frère que moi je connaissais et que je protégeais même sans comprendre exactement ce que ça voulait dire. Hein. Mais lorsque mon père découvre ça, c'est le suicide de mon frère. Et j'ai vécu le suicide de mon frère. Très jeune, à 11 ans,
C'est moi qui l'ai découvert, pendu, il était déjà médecin, il avait 25 ans, dans son cabinet. C'est ça, les traumatismes. Moi, je ne vois pas d'autre que ces deux grands traumas. L'un qui s'est passé à l'âge de 5 ans, l'année où mon père va prendre une deuxième femme et laisser tomber ma mère et commencer à torturer ma mère, à l'accuser d'adultère. À l'accuser, alors comment il dit, ma mère, elle ne sait même pas où se trouve son sexe, à la limite. Tellement naïve, tellement analphabète, complètement perdu, tout à fait dévoué à l'homme, au mal, et qui se fait accuser d'une chose absolument qui la rend folle, qui la rend malade. C'est même pas ce que ça voulait dire, en fait. Bon, j'ai vécu cela et ça m'a traumatisé. Je suis le seul, d'ailleurs, on est 8 frères et sœurs de la même mère, mais je suis le seul à avoir été traumatisé. Et souvent, mes frères et sœurs me disent, mais où est-ce que tu as cherché tout ça? Et pourtant, ils l'ont vécu, mais ils l'ont occulté. Eux, ils l'ont occulté, moi pas. Au contraire, ça s'est resté jusqu'à ce que je me mette à écrire pour qu'on puisse le sortir dans l'écriture. Voilà. Et c'est un défoulement. Je veux dire quand même quelque chose que je n'ai pas... Peut-être juste que ces romans aussi sont des romans où la métaphysique est importante. Le quoi, ça veut dire quoi? L'être, le néant. Pourquoi je suis né? Comment je suis né? Pourquoi je vais mourir? Comment je vais mourir? Il y a ce côté quand même de l'angoisse naturelle qui est chez l'homme, qu'on se pose dans les... Pourquoi d'ailleurs elle est naturelle et elle est même courante? C'est le cauchemar. Pourquoi on fait des cauchemars? Tout simplement. Voilà, on fait des cauchemars parce que là, cette partie de nous-mêmes, on la cache, soit dans la religion, on va se trouver un Dieu, on va se trouver une idéologie, parfois peut-être, une passion, et on va dire que tout va bien, Madame la Marquise. Non, on est là en position d'inquiétude. Je suis un romancier aussi de l'inquiétude, l'intranquillité. Vous connaissez ce roman de Pessoa, magnifique roman. Rien que le titre, déjà, c'est tout un poème. L'intranquillité. Et c'est le roman, mes romans sont des romans de l'intranquillité. Et je peux vous dire aussi que j'ai appris l'intranquillité. J'étais déjà intranquille par naissance. Mais j'ai appris l'intranquillité aussi à travers la littérature, le cinéma, la peinture, chez les autres. Quand j'ai découvert Picasso et les femmes d'Alger, j'ai découvert Picasso par les premiers tableaux que j'ai vus dans ma vie de Picasso, les femmes d'Alger, dans leurs appartements. C'est fantastique. Ce n'est qu'après que j'ai vu l'autre tableau de Picasso sur la croix. Absolument. Donc, il y a eu tout cela et je crois que c'est très important, l'inquiétude, l'intranquillité. Dans un roman aussi, qu'on n'a pas dit souvent, c'est que à partir du moment où moi, quand je lis un roman, je lis pour le plaisir, je cherche un plaisir, une émotion, qui est du plaisir, même quand elle est parfois une émotion négative. On a vraiment peur, on est un peu inquiet, écœuré, angoissé, ben, quelque part on se défoule dans cela. Et je crois que c'est important on achète un roman pour comprendre un peu le monde et soi-même. Et les autres. Voilà.